Patata, Bamama, Bandeko, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes très heureux de partager avec vous nos observations sur la République démocratique du Congo, tout ça en ayant en ligne de mire les élections de 2023, au mois de décembre. Je vous représente le panel que vous connaissez aujourd'hui. À ma droite, le pasteur Bobo Koyangba, du micro du pasteur Bobo, MPB TV. À ma gauche, M. Nlandou Jean Cornelis, Onesha Africa, et aussi Agence congolaise de presse. Et bien sûr, notre doyen, M. Baudouin Amba, de congoindépendant.com. Et nous remercions évidemment la technique anonyme, mais essentielle pour que cette émission puisse être réalisée. Comme dans nos habitudes, on va essayer de commencer par quelques sujets qui ont pu attirer notre attention aux uns et aux autres. Je commencerai peut-être par le pasteur Bobo à ma droite, le plus jeune. Quel est le sujet qui vous a interpellé ces 2 dernières semaines? Entre moi, j'ai 2 sujets, mais pas du Congo, mais ça pourra nous intéresser aussi. Le premier sujet, c'est d'abord l'affaire Pogba. L'affaire Pogba, le grand joueur français qui va jouer la Coupe du Monde avec son frère. Il paraît qu'on a exclu de l'équipe de France. Pas encore. Non? Pas encore. Ils attendent, les dossiers est encore au niveau du tribunal. Là. Ils attendent, mais si il est exclu, ça va poser un... Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a... Moi, ça m'intéresse. Qu'a fait son frère? 2 frères, 2 frères, même père, même mère, non, en Afrique. C'est le frère qui doit protéger son frère. En une ligne, en quelques mots, quelle est la situation? Comme ça, tout le monde est sur la place. C'est un peu compliqué. Son frère a comploté avec ses amis. Parce que là, c'est histoire des sous. C'est des gars qui... on dit que Pogba peserait 70 millions d'euros. D'accord. Et son frère a comploté avec ses amis d'enfance pour aller stocker leur frère. Il a été arrêté. Voilà, donc telle est la situation. Pour prendre l'argent, et puis ça crée. Et puis on dit que pour faire associer tout le monde, il ajoute son frère a marabouté Mbappé, le grand joueur. Il y a un autre détail. Dites-nous. Le frère aîné de Pogba, Mathias, prétend que Paul Pogba aurait eu des relations intimes avec un moment de Mbappé. Donc, non seulement c'est une histoire d'argent, mais une histoire... Ça, c'est plus grave encore. Il veut nuire à son frère. Oui, pasteur Bobo, moi je ne voudrais pas faire du papa pasteur. Mais la Bible nous apprend l'histoire de Caïn et Abel. Ouais, exact. Oui, c'est bon, Caïn. La jalousie originelle a commencé là. Est-ce que l'homme congolais est jaloux? Est-ce que les politiciens sont des jaloux? Qui est jaloux? Non, ce n'est pas une spécialité. Pourquoi le pays ne marche pas, le pays n'évolue pas? Oui. Monsieur Landou, dites-nous, par rapport à ce sujet... Non, par rapport au sujet, je voudrais quand même ajouter quelque chose d'important. C'est que c'est une histoire familiale au début, mais aujourd'hui c'est une histoire nationale. C'est une histoire française. Toute la France est focalisée sur l'affaire Paul Pogba et Mathias Pogba. En fait, il faut savoir que le petit frère, qui n'a que 29 ans, oui, Paul Pogba, a beaucoup d'argent. Et il était prévu qu'il puisse aider Mathias dans ses pérégrinations. Mathias Pogba est passé sur 13 clubs. Et l'un des clubs, en 4e division, je crois, c'est c'est Paul Pogba qui devait payer le salaire de Mathias Pogba, et il ne l'a pas fait. Alors il y a eu des dissensions qui ont commencé entre le petit frère et le grand. Alors,
la première histoire, c'est quoi? C'est que Paul Pogba dit qu'il a été menacé par un groupe de gens qui voulaient l'estorquer de 13 millions, je crois. Oui, 13 millions d'euros. Et dans le groupe, il y avait son grand frère, Mathias. Alors le problème commence. Et Mathias va se défendre. Il va se défendre, il va se défouler. Alors se défouler, c'est là que je rejoins Pasteur Bobo. Le défoulement du grand frère a quand même dépassé les bornes parce que entre familles, il pouvait régler ça. Mais le problème qui est là, c'est que les finances de Paul Pogba sont gérées par la maman. Et la maman et l'aîné, ils sont à couteau tiré. Et donc, c'est encore un... Alors, faisons un lien avec le Congo. On peut s'intéresser sur ça. Non, c'est juste, on a juste évoqué ça. Mais je vais quand même conclure. Hein. Oui, je vais quand même conclure parce que le problème qu'il a, c'est que ce n'est pas une première dans le football français. Mon frère aîné, Baudouin, m'a dit que Mathias Pogba a mis la barre très haut quand il a parlé de Mbappé, que Paul Pogba a fait l'amour avec la maman de Mbappé. Et ça, c'est le sommet de... Mais ce n'est pas une première, parce que, vous savez, il y a eu d'abord Valbuena et Benzema, qui avaient connu des problèmes, qui étaient suspendus de l'équipe de France à cause d'une affaire de sextape. Ouais. Et cette histoire de Mbappé et Paul Pogba ne va pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, Mbappé a appelé Paul Pogba. Donc il y a déjà une dissension. Allez, on va s'arrêter là sur la famille Pogba et ses histoires. Rapidement. Oui, très rapidement. Rapidement, c'est beaucoup plus sur l'Angola. L'Angola m'intéresse. J'ai beaucoup aimé. Je vois le fils Savimbi qui demande aux Angolais de voter pour le MPLA. Et la fille, une des filles, Eduardo Santos, qui demande aux Angolais de voter pour Savimbi. Les candidats de l'UNITA. Oui. J'ai dit monde croisé, oui. Mais voilà, disons que être membre d'un parti politique, c'est pas quelque chose d'héréditaire, on va dire. Non. C'est une question d'idéologie, de point de vue. Monsieur Amba, vous avez quelque chose qu'on pourrait... En fait, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la mort de Mikhail Gorbatchev. Voilà un homme qui a bouleversé le monde. Avec la perestroïka et la glasnost. La perestroïka, qui voulait dire simplement restructuration, et la glasnost, donc la transparence. Et ce souffle est arrivé en Afrique. Beaucoup de régimes sont tombés. Et ça a bouleversé la vie politique, y compris chez nous. Quand je pense que le secrétaire d'État James Baker est venu à Kinshasa en 91 pour exiger au président Mobutu d'ouvrir son système. Bien que nous avons déjà lancé la démocratisation en 90, mais ils ont... Presque avant tous les autres pays africains. Sauf le Bénin. Presque, donc. Oui. Mais il est venu un Américain qui vient demander aux Congolais, aux Zaïrois à l'époque, d'ouvrir la démocratisation, de lancer la démocratisation, alors que c'est justement l'antidémocratie qui permettait de protéger les intérêts du monde occidental, en général les Américains en particulier, face à l'expansion du communisme. Donc j'ai dit, voilà un homme qui a fait l'histoire, mais malheureusement, il passe pour un pestiféré dans son propre pays. N'est-ce pas? Parce que beaucoup de Russes regrettent aujourd'hui l'URSS. Cette restructuration qui a eu lieu. L'URSS, il y avait un système social, sécurité sociale, bien qu'il n'y avait pas de liberté et tout ça, mais il y avait un pays qui prenait en compte tout ce qui est social. Le communisme. Et d'ailleurs, le premier qui le déteste, c'est l'actuel président. Oui. Vladimir Poutine. Il n'a pas assisté aux obsèques qui ont eu lieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais.
Il n'a pas assisté. Mais il a quand même déposé une gerbe aussi. Oui, c'était vraiment un service minimum. Exactement. Voilà, voilà. Il dit qu'il n'a pas de temps, il est occupé, il a des choses à faire. Alors, Par rapport à sa sécurité. non, c'est clairement un geste De- subtil, mais suffisamment Politiquement clair pour qu'on clair, puisse oui. comprendre de quoi il s'agit. Alors, en ce samedi 3 septembre, vous avez un article qui vous a interpellé? Effectivement, oui. Parce que j'ai vu que Paul Pogba vous avait fort intéressé, je me suis dit c'était peut-être aussi l'article qui vous avait accroché, mais dites-nous si vous avez un autre élément. Oui, mais si vous m'interdisez de Non. parler du sujet, Ici, vous avez déjà parlé de Pogba. Nous ne sommes pas en URSS. Non. Voilà. Alors, en fait, je vais quand même ramasser l'actualité dont nous avons déjà parlé, sur le problème énergétique qui terrasse le monde actuellement. Je vais commencer par l'Europe pour arriver sur la RDC et terminer par Gorbatchev. Vous voyez un peu comment je vais tourner. Allez-y. Donc, je voulais dire que ce qui m'a intéressé, c'est la crise énergétique qui frappe l'Europe. Vous savez que la Russie a coupé toutes les vannes en direction de l'Europe. Et donc, l'Europe ne peut plus respecter les engagements qu'il avait pris lors de la COP26 à Glasgow. Alors, il y a la Norvège qui est un pays champion dans le respect de l'environnement qui va débuter l'exploration de pétrole à la mer. Offshore. Offshore. Et Joe Biden, qui avait signé l'accord de Glasgow pour l'abandon de l'énergie fossile, a vite couru vers l'Arabie Saoudite pour qu'il y ait multiplication de la production de pétrole. Et donc, nous sommes en train de vivre dans le monde, nous sommes en train de vivre l'anti-COP26, où tout l'Occident est en train de faire le contraire de ce qu'il a signé lors de la COP26. Alors, ça nous ramène un peu en RDC où la RDC est en train de vendre aux enchères ses blocs pétroliers et gaziers. Alors, les organisations de défense de l'environnement sont tombées sur l'affaire et veulent décourager la RDC à vendre ces histoires-là parce que, évidemment, il y a, disons, pour un peu raisonner en faveur des ONG, donc à l'encontre de la RDC, le pétrole se trouve dans les zones à la forêt équatoriale, et une forêt équatoriale qui est comprise dans l'accord de... Oui, la forêt équatoriale est comprise dans l'accord de la COP26. Le président Félix Tshisekedi a signé l'accord qui dit que la forêt équatoriale est protégée pendant les 10 années qui suivent la COP26. Et la COP26 a eu lieu au début de cette année seulement, 2022. Et donc, en plein accord, les Occidentaux déjà ont violé l'accord, puisqu'ils sont allés dans les énergies fossiles alors que c'était interdit. Et la RDC veut vendre ses blocs pétroliers. Et qu'est-ce qui vous en semble alors? Et l'Occident dit, vous ne pouvez pas les vendre. Vous ne pouvez pas les vendre parce qu'il y a le poumon de la planète, la forêt tropicale, et il y a les tourbières qui absorbent le carbone pour que ça n'aille pas vers l'atmosphère et qu'il n'y ait pas réchauffement climatique. Donc vous êtes interdit de vendre vos espaces pétroliers. Le pays est souverain, donc c'est à RDC de voir. Voilà. Je vais vous demander juste de chuter ici pour qu'on puisse entrer dans le sujet de ce jour. Je vais chuter dans le sens qu'aujourd'hui, la RDC, qui est combattue par les organisations, a intérêt ou a raison de vendre son pétrole parce que tout le monde le fait. Tout le monde en Occident le fait. Et pour la RDC, il y a un plus puisqu'on escompte au moins 200 milliards
de dollars dans la vente de ces espaces pétroliers et donc ça peut générer beaucoup de sous. Mais malheureusement, nous allons aussi en parler ici sûrement, quand on parle de Mbosso Gate, donc on s'est dit les 200 milliards, si ça tombait sur les Congolais, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez. Mais je voulais parler de Gorbatchev. Non, vous dites, mais il faudrait qu'on entre dans le sujet, puisqu'il a parlé déjà de M. Gorbatchev. Oui, non, je voulais chuter en disant Je vous donne 30 secondes. Oui, en disant que l'Afrique est obligée aujourd'hui peut-être de s'aligner sur le modèle malien, parce que l'ancien modèle est révolu. On a parlé de Gorbatchev ici qui a été un héros dans son pays. Mais aujourd'hui, on sent que le modèle Gorbatchev est un modèle dépassé. Et donc l'Afrique devrait aussi dépasser son ancien modèle pour un autre leadership. Merci beaucoup, M. Lando. J'étais trop long. Oui, en effet, juste vous dire qu'à la différence des pays qui vendent le pétrole, nous ne le produisons pas encore. Donc le temps qu'on y arrive, il n'y aura pas de Mbosso Gate. Non, on s'arrête là. Allez, on va commencer dans les sujets. Non, parce que vous aurez votre droit de réponse à la fin. Parce que c'est pas ce que vous avez dit. Non, la société italienne Sosir produisait, mais les carrés pétroliers et gaziers dont vous parlez ne sont pas encore exploités. Voilà. Voilà, la précision est faite. Alors, samedi 3 septembre, la situation à Bunagana, ce territoire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le 13 juin, il avait été mis sous administration du M23, cette rébellion que nous connaissons. Je ne sais même pas si le terme rébellion est correct ici. Non. Et nous sommes donc au 82e jour de leur occupation de notre territoire. Et là, je m'adresse à chacun d'entre vous. Qu'est-ce à dire? Avons-nous des forces armées? Avons-nous un gouvernement? Est-ce un intérêt pour nous? Y a-t-il de la souveraineté? On en parle tout le temps, mais je crois que quand on commence à compter, 2 mois et 3 semaines, c'est-à-dire 82 jours, nous sommes sous occupation. Je peux... Allez-y, feu à volonté. Oui, c'est-à-dire que quand on analyse l'attitude de Félix Tshisekedi, Comme président de la République, oui, comme président de la République, il a voulu jusqu'au bout rester cohérent avec cette idée du bon voisinage et attaché à la diplomatie. Il veut jouer à fond la carte diplomatique. Mais, comme tous les experts disent, la diplomatie ne vaut rien sans la force. Donc actuellement, les dernières nouvelles, pour être vraiment collées à l'actualité, il y a des bribes d'informations qui donnent un espoir. Selon les dernières informations, je m'excuse de me répéter, nos troupes seraient à 7 km de Bunagana. Et les FARDC auraient repris plusieurs collines qui étaient entre les mains de, je n'ose pas dire terroristes, mais c'est la forme... Des groupes armés. Groupes armés. Oui, M23. Ils ont repris plusieurs collines et il semblerait que tout est en place pour en fait lancer l'assaut final. Alors, nous espérons que ce sont là de bonnes nouvelles. Il semble que tout est en place maintenant. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, l'autre fois nous avons relevé cela, le silence du pouvoir. Il semble que les dispositions sont prises pour lancer l'assaut final, mais malheureusement, peut-être parce que c'est une question qui concerne la défense, la sécurité. On ne peut pas trop communiquer là-dessus. Mais moi, j'ai regretté même qu'ils annoncent. En tout cas, beaucoup de sources presque officielles ont dit qu'ils sont à 7 km. Parce qu'ils sont déjà à Rutshuru. Hein? Oui, parce qu'il y avait une partie de Rutshuru qui était entre les mains de fameux M23. Monsieur Landou. Oui, moi Bunagana, 82 jours. Vous savez, 82 jours et... Ça me rappelle la guerre des 80 jours. Voilà. Et... Mais je voudrais ajouter quelque chose Oui, à propos de 82 jours. Vous savez, le philosophe allemand Nietzsche
a laissé une citation là. De Paul Nietzsche. Non. Non, non, Oui, allez-y, allez-y. Oui. son prénom me Quand je m'échappe me aussi. regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. On ne va pas se consoler en disant que pendant que Joseph Kabila était au pouvoir, quand le nord et le sud Kivu étaient occupés, ben, les Rwandais ont contrôlé cette partie du pays pendant près de 400 jours. Ce n'est pas pour nous consoler, Non, mais c'est simplement pour dire que... évitons cela, évitons cela. Oui, N'y arrivons pas. Oui. Il n'y a pas de record à battre c'est ici. juste... Voilà. Voilà. Ouais. Monsieur Landou, désolé de vous avoir coupé la parole. Oui, mais non, c'est normal. Mais je voulais dire que les dernières informations, c'est vrai que, comme a dit Amba, il est étonnant que Kinshasa observe un silence aussi assourdissant. Parce que 82 jours, votre pays est occupé, pas par des groupes armés, mais par des rebelles, non, par des terroristes. Ça, j'utilise le terme de Kinshasa. Et d'ailleurs, Kinshasa, dans sa phraséologie, est tellement... donc, une phraséologie abracadabrante. Donc, Kinshasa lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Qu'est-ce que Donc, vous voulez dire par là? je veux dire par là que le M23 est traité de groupe terroriste. Première assertion. Deuxième assertion, ils vont signer un accord à Luanda, et d'ailleurs qui est le dernier acte diplomatique. Ils vont signer un accord à Luanda où ils demandent à un groupe terroriste, je mets les guillemets, de quitter les positions occupées. Alors, comme phraséologie, moi je crois que c'est assez irresponsable, totalement irresponsable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on est au 82e jour, je vous rappelle que les dernières nouvelles vérifiées que nous avons datent du 14 août. Ça, c'est RFI qui fait l'état des lieux à Bunagana, où le M23 a ouvert la frontière, est en train de faire du commerce avec l'Ouganda et un consort, et la population a fui. La population a peur d'aller au champ parce que les femmes ont peur d'être violées, ainsi de suite. Alors, avant RFI, du 14 août, il y a eu l'information de Deutsche Welle, allemand, du 12 août, qui annonçait que Bunagana a été pris, ainsi de suite. Mais dans l'entretemps, nous avons connu une armée, une FRDC, qui était championne dans la communication. Et depuis que Bunagana est prise, on ne communique plus. C'est pas curieux, très curieux. Et nous avons connu notre ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, qui parlait du nouveau... Comment tu peux encore me rappeler ça? Du nouveau... Il y avait un terme qu'il avait utilisé là pour le nouveau... Mouyaya, oui, il avait... Nouveau narratif. Voilà. Notre ministre de l'Information avait parlé d'un nouveau narratif, c'est-à-dire un système qui consistait à présenter la bonne face du pays, mais de toujours communiquer. M. Mouyaya a disparu des écrans, on ne le voit plus. Et donc, c'est quand même curieux que 82 jours plus tard, on ne communique plus. Et d'après les informations qu'on a, et d'ailleurs Digital Congo en a parlé le 17 août, il disait que l'État se resserre sur Bunagana. Ce qui corrobore ce que vient de dire M. Amba. Ce qui corrobore les propos de notre ami Amba. Nous sommes le 17 août. Aujourd'hui, 3 septembre. 15 jours plus tard, l'État est en train de toujours se resserrer sur Bunagana. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Bon, les opérations militaires Non, les opérations militaires sont ce qu'elles sont. Non, les opérations militaires n'ont pas lieu. Il n'y a aucune opération militaire. Quand on nous dit qu'ils sont à 7 km... Non, il y a eu des affrontements il y a 48 heures. Oui, pas à Bunagana. Ça, il y a eu des informations. Entre les FARDC Et d'ailleurs, le M23. les FARDC ont communiqué dans ce sens-là. Ils disent
ah non, le M23 il n'a pas respecté la trêve parce qu'ils nous ont attaqué à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça, ils ont communiqué quand ça? Le FRDC ont communiqué il y a 3 jours. Ah, donc ils communiquent quand même. Pas sur Bunagana. Pas sur Bunagana. Ils communiquent sur les affrontements quand le M23 ne respecte pas la trêve. Mais les opérations des FRDC, moi je n'y crois pas du tout. Pasteur Bobo. Oui. 82 jours. 82 jours, Bunagana est toujours occupé par des Rwandais. Vous dites par des terroristes selon le gouvernement. C'est Kinshasa qui parle. Oui, c'est des Rwandais. Heureusement, le Tundula Il des affaires étrangères. Il a corrigé un peu pour dire que l'armée rwandaise, il ajoute les M23 sont toujours au Nord Kivu. C'est l'armée rwandaise qui a pris Bunagana. Et ce qui m'énerve, ce qui étonne encore, c'est que... Ce qui vous énerve. Ce qui énerve tout le monde. Le patriotisme à fleur de peau. L'ambassadeur du Rwanda, 82 jours après, il est toujours au Congo. Il n'a pas été interpellé. Pas eu de convocation jusqu'à là. On ne l'a pas convoqué. Il est là. Et il y a des bruits. Bon, ça c'est des bruits. Et que les Rwandais négocieraient que, par exemple, les armées qui vont arriver, que l'armée rwandaise aussi puisse se déployer encore au Congo. Ils veulent monnayer la paix. Il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Ça, c'est des bruits. Donc des bruits comme vous avez vous-même précisé. Oui, c'est des bruits. Mais l'armée rwandaise est toujours là, Bunagana, toujours occupé. Et quand vous parlez de guerre, je suis d'accord que l'armée congolaise ne communique pas, mais avant-hier, il y a des guerres. Oui. Ils font des guerres à dans le petit village là, oui. Ils attaquent d'autres groupes armés, Oui. mais l'armée congolaise n'attaque pas le M23, Bunagana. Ils font des guerres passées. Et puis bon, l'armée qui est arrivée là, l'armée burundaise ou burundaise. Il faut quoi au Congo? Les armées qui arrivent là-bas, ils débarquent pour faire quoi? Parce que Bunagana est toujours occupé 82 jours. Est-ce que dans votre esprit, vous voulez peut-être nous dire que les forces armées congolaises n'attaqueraient pas parce qu'ils se disent si on attaque le M23, on attaque le Rwanda et donc on entrerait en guerre? Il y a des dysfonctionnements. Parce que vous dites qu'ils attaquent les autres groupes armés, mais M23 ils ne font rien contre eux. Les Rwandais maîtrisent la région. On ne sait pas, avec la complicité des Américains, on avait Blinken qui était au Congo, il a vu Tshisekedi, il voit Kagame, mais au sortir des audiences, pour eux, ils renvoient les deux groupes dos à dos, donc il y a complicité, et les Rwandais maîtrisent les Américains. Nous, Congolais, on ne comprend pas la diplomatie. Moi, j'ai... Pardon. Allez-y, et puis... Oui, je crois que le pasteur Bobo a déjà introduit les sujets. C'est justement ce que j'allais dire. Oui. Nous allons donc embrayer tout de suite alors sur le deuxième point qui concerne la diplomatie. Sur le deuxième point. Non, sur la diplomatie. Déjà introduit sur non, je voulais quand même terminer avec... Oui, allez-y. Allez-y. Oui, je voulais terminer avec l'histoire de Bunagana en disant que il y a quand même un certain dysfonctionnement dans nos institutions en matière de gestion de la guerre de l'Est. Parce que, vous savez, les Rwandais ont occupé l'Est du pays de 96 à... Pardon. 98 à non. 2006. Ah non, moi je parle de 96. Non, 96, il n'y avait pas d'occupation. Mais Pardon. Zaïre était encore là. Pardon. Exprimez-vous, on va contre-argumenter si c'est nécessaire. La rébellion en RDC ne commence pas en 97, ça commence en 96. Fin octobre. 96. Oui. Voilà, donc vous êtes avec moi. D'occupation. Oh, oui, d'accord, mais l'armée rwandaise est en RDC, entre en RDC en 96. Vous êtes d'accord avec moi? Fin octobre. Il faut voilà, mais en 96 quand même. Mais si on entre dans les nuances, ce n'était pas l'armée rwandaise. Si. Non. Mais si, puisqu'il le sait. On parlait de la FDL. Non. Ah non. Non. Allons-y. C'était juste pour jouer sur les nuances. Vous savez avec moi que Kabila perd... Non, je le sais. C'était juste pour jouer sur les nuances. Finissez votre argument. argument. Est-ce qu'il amène Kabila? Oui.
Oui, et donc On ne le répétera jamais je disais assez. que les Rwandais sont à l'est du pays depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et ils disent, et d'ailleurs, Joseph Kabila va signer un accord avec l'armée rwandaise officiellement pour qu'ils entrent chez nous et traquer leurs terroristes à eux. Ils sont entrés officiellement. Officieusement en 1996, officiellement sous Kabila père, et puis il y a d'ailleurs Yi Kamere qui a dû démissionner du Parlement pour ça. Donc l'armée rwandaise a toujours été à l'est. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est que comment Kinshasa va signer des accords avec l'armée ougandaise, va signer un accord avec l'armée rwandaise pour entrer, alors qu'ils ont toujours été là, sans qu'il y ait une solution aux violences à l'est. Donc je crois que Kinshasa doit, à un certain moment, tirer des conclusions et dire, écoutez, tout ce peuple Tutsi coalise. Ils doivent, à un certain moment, il faut tirer des conclusions. Mais je crois qu'un jour, on en avait parlé sur nos faiblesses. Nous savons très bien ce qui fait que nous n'arrivons pas à tenir tête ou à résoudre ce problème. On va embrayer sur le deuxième point que nous avions mis à notre ordre du jour, le point concernant justement la diplomatie congolaise. Le ministère, je dirais pas le ministre, mais le ministère des Affaires étrangères a quand même organisé ou participé à quelques rencontres intéressantes. Nous avons vu qu'il y a déjà le ballet diplomatique qui se fait, la Russie, par son ministre des Affaires étrangères, qui avait fait un tour dans certains pays africains. Le président français, à son tour, a été passé dans certains autres pays. Le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, était aussi en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, Rwanda et Burundi. Burundi aussi, si je ne me trompe pas. Rwanda uniquement. Rwanda uniquement, et la République démocratique du Congo. Ça, j'ouvre juste une parenthèse. Il y a une mission parlementaire, mais c'est sur le passé colonial belge, mission parlementaire belge, qui est aussi en République démocratique du Congo, ensuite au Rwanda et au Burundi. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé au Burundi. Alors, qu'est-ce que cela vous dit de voir que tantôt nous discutons avec Moscou, on va dire, tantôt avec Washington? Est-ce qu'on revient à ce qu'on avait... comment on avait dépeint le jeu du président Mobutu à l'époque du Zaïre, qui avait dans un carré d'as où il pouvait jouer tantôt avec la Russie, les Américains, les Israéliens. Est-ce que nous sommes en train de faire de la grande diplomatie, en fait? Qu'en pensez-vous? Il semble qu'il y a un proverbe africain qui dit « Lorsque votre maison brûle et qu'il y a une main qui vous tend un seau, vous ne devez pas regarder la couleur de cette main. Vous prenez seulement le seau pour éteindre la lumière. » Le Donc, feu. depuis que Bunagana est occupé, la RDC cherche la solution pour botter dehors les occupants. Faute d'avoir une force armée suffisante. Parce que on ne le dira jamais assez. Le Rwanda et l'Ouganda ont détruit le socle des forces armées zaïroises. Il faut le répéter aussi souvent que nécessaire. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, l'AFD est rentré à Kinshasa au mois de mai 1997. L'acte premier, c'est envoyer 42 à 43 000 soldats de forces armées zaïroises à Kitona, qui étaient transformés en pratiquement un abattoir. Camp de concentration. Il y a eu beaucoup de décès. Donc, Kinshasa cherche qui va l'aider pour éteindre le feu dans cette partie du pays. Or, quand le secrétaire d'État Anthony Blinken est venu, il y avait beaucoup d'espoir que voilà, peut-être qu'il nous apporte un début de solution. Mais apparemment, Anthony Blinken a fait l'éloge de l'amitié qui existe entre les États-Unis et le Rwanda. Il a dit que nous sommes aussi leurs partenaires, mais le Rwanda, c'est un pays avec lequel ils entretiennent des relations. Vous rejoignez Pasteur Bobo qui parlait de complicité. C'est pourquoi. Bon, moi, je n'utilisais pas le mot complicité, mais j'ai dit c'est toujours l'élément d'intérêt. Voilà. En diplomatie, nous sommes des êtres humains. Lorsque les Belges sont venus coloniser le Congo, ils cherchaient toujours à savoir
qu'est-ce qui pousse l'homme noir à agir? Ils ont détecté les centres d'intérêt. Et l'intérêt des Américains, ils savent pourquoi ils avaient déplacé, je ne vais pas sortir du sujet, la CIA avait sa base à Kinshasa, ils ont déplacé, ils ont mis à Kampala à un moment donné. Et puis à Luanda. Pourquoi? Parce que en Afrique australe, la paix commençait à revenir, et puis il y avait le prosélytisme islamique au Soudan. C'était mieux de suivre ça à partir de l'Ouganda. Or, ceux qui dirigent le Rwanda aujourd'hui sont des anciens Ougandais, d'origine rwandaise. Tout à fait. Donc, pour dire que Kinshasa est... C'est bien dit, assez ougandais d'origine rwandaise. Mais oui, tout à fait. Et qui essaient de devenir des Congolais d'origine rwandaise. Kagame est ancien ougandais. Oui, d'origine rwandaise. Oui. Non, ancien Ougandais, mais D'origine d'origine rwandaise, rwandaise. exact. Oui. Parce qu'il était ougandais, il a d'ailleurs travaillé là-bas en Tout tant à fait. qu'ougandais d'origine D'ailleurs, rwandaise, dans les services de sécurité. que chaque être humain retient ce qu'il a vécu à l'âge de 20 ans. Ouais. Kagame est arrivé au Rwanda avec ses parents à l'âge de 4 ans. 4 ans, au oui. Rwanda. Ouais. Donc, bref, pour ne pas sortir du sujet, Mhm. Kinshasa aujourd'hui cherche la solution pour rétablir l'intégrité du territoire. Malheureusement, on s'y prend mal. On a vu un peu la diplomatie aller dans tous les sens. Cody Balanki, qui est le coordonnateur du CIRGL, a pris contact avec le chargé d'affaires de la Russie. Alors que la diplomatie, c'est Atunduga, qui est le patron. On a vu des images, Cody Ballon qui est en train de parler avec les diplomates là. Maintenant, le ministre de la Défense a été à Moscou. Apparemment, il n'a pas eu vraiment la bonne réponse. Mais il y a un autre élément nouveau. Quel est cet élément? Jeune Afrique a sorti dernièrement un article, je crois que vous avez vu. RDC Russie, le groupe Wagner tente-t-il de s'implanter chez Félix Tshisekedi? L'ambassade de Russie a sorti ce papier avec cachet fake news. Et il Non, ça vient de la suspecte- Russie. C'est l'ambassade de Russie. De Russie, oui. Il dit que c'est lui. Oui, il suspecte la France. Parce que vous avez suivi la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs de France à Paris. Macron a dit que la Russie est en train de mener des actions de ça pour salir l'image, discréditer la France. Donc il y a une sorte de guéguerre. Il y a une sorte de guéguerre entre eux. Donc voilà un peu... donc il y a une sorte de guerre de... je ne sais pas si tu appelles ça guerre des espions entre la France et la Russie. Alors, je vois d'ailleurs sur Twitter, s'il vous plaît, Non, nous, on continue. Israël Moutombo, de Bossoro en politique, il pose la question, est-ce que Jeune Afrique est au service de plus offrant? Parce que maintenant, ils ont trouvé un filon. Leur édition là, réservée aux abonnés. Généralement, les gens payent et puis on fait un papier, tout ça. Et apparemment, les services français, je n'ai pas de preuves, mais en tout cas, il y a une guerre maintenant entre la France et la Russie. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique est vraiment une terre d'avenir. On ne peut pas le dire autrement. Donc toutes les grandes puissances essaient de garder la main ou d'avoir la main sur l'Afrique. La République démocratique du Congo en étant le centre et avec tous ses atouts, que ces atouts soient écologiques. La Russie est là. Le Congo, la RDC, comme a dit Baudouin Barouchi, tente de trouver des solutions. La Russie est prête à aider les pays africains par rapport à tous ces conflits-là. Mais on voit d'autres pays comme le Mali et les autres, ils ont approché la Russie sans peur. Mais chez nous, nous avançons à reculons. Ils avancent, ils ont peur. On a vu le ministre de la Défense
qui a reçu les attachés militaires ou l'ambassadeur américain, on sait que vous revenez de Russie directement, vous êtes avec les attachés militaires et vous demandez. Donc la RDC demande, via son ministre de la Défense, il demande aux États-Unis de lui aider par rapport aux armes. Or, Blinken était là, pourquoi pas le président Tshisekedi a clairement demandé des armes à Blinken. Maintenant, c'est le ministre de la Défense qui demande des armes et on lui répond que votre dossier sera envoyé aux États-Unis pour être examiné. Pendant cela, 90 jours, Boulanga toujours... Dans tous les cas, je crois que l'Amérique va répondre aussi, l'Afrique et la plupart des pays... L'Afrique et la plupart des pays sous-développés ont cette difficulté. C'est qu'on est toujours à chercher de l'aide ailleurs, de l'assistance, qu'elle soit militaire, qu'elle soit alimentaire. On demande de l'aide pour tout, mais on oublie de constituer, de renforcer nos États, nos institutions. À partir de là, je crois qu'avec tous les atouts que la République démocratique du Congo a, on pourrait refonder une armée forte, avoir une économie puissante qui nous permettrait de reprendre... Sinon, si nous continuons comme ça, toujours à frapper à toutes les portes, il y aura toujours des conditions. Il y a toujours des conditions attachées. Je vous donne des armes, mais vous me donnez votre cobalt, etc. Mais il y a des partenariats... il y a des partenariats divergents. Facilement avec les Russes, et il négocie aussi facilement avec les Américains. Or, nous, maintenant, on va mettre le pied haut. Mais qu'est-ce qu'on a à donner? C'est ça l'enjeu. On est avec les Américains. Si vous osez aller vers les Russes, on vous rappelle le monde. Directement, on vous rappelle le monde. Oui, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Oui, dites-nous, M. Landou. Parce que avant nous, notre confrère Baudouin est intervenu et j'ai retenu deux mots. Le mot espoir, d'abord, quand Blinken arrive à Kinshasa. Mais je crois que nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Il y a d'abord eu espoir quand Blinken arrive, et puis de deux, l'armée qui a été démantelée, vrai, en 1997. Mais espoir quand Blinken arrive. Moi, je crois qu'il faut il faut pas que nous ayons la mémoire courte. Parce que Blinken arrive à Kinshasa à quelle occasion? Il y a d'abord Sergei Lavrov qui fait sa tournée africaine après les sanctions européennes. Donc l'URSS. La Russie est en train de chercher des solutions pour sa crise économique à elle. Et ensuite, Blinken s'annonce. Et d'ailleurs, Macron aussi va s'annoncer du côté de... Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ils ont tous fait ce balai diplomatique en Afrique. Oui, ce balai diplomatique, ça n'a rien à voir avec les problèmes africains. Rien, alors rien à voir. Que ce soit Sergei Lavrov, que ce soit Blinken, que ce soit Macron. C'est plutôt... Question d'intérêt, comme le disait monsieur. Les intérêts, exactement. Donc, ils ont un problème qu'il faut régler et ils se rendent compte que l'Afrique est la solution. Que ce soit les problèmes de gaz, la Russie coupe les vannes à l'Europe et donc il faut que l'Algérie puisse intervenir. Et d'ailleurs l'Allemagne a signé un contrat avec le Sénégal et Gambie pour le gaz, ainsi de suite. Donc l'Occident est en train de chercher des solutions. Rien à voir avec Bunagana et consorts. Est-ce qu'elle a fourni? Je voulais terminer par là. Et je crois que Kinshasa a eu un nouveau souffle quand les experts des Nations Unies ont condamné le Rwanda. Et aujourd'hui, Kinshasa attend que New York puisse faire pression sur Kigali. C'est ce que Kinshasa, à mon avis, est en train d'attendre. Mais quand on dit que les Rwandais ont démantelé l'armée congolaise, Baudouin a totalement raison, mais c'est en 1997, nous sommes en 2022. Donc il ne faut pas simplement reparler de l'armée qui a été démantelée, mais la responsabilité des Congolais. Les Congolais n'ont rien fait, ils n'ont fait que voler l'argent de l'État au lieu de remettre les institutions en ordre. Merci, M. Landou. Je m'excuse beaucoup. Oui, dites-nous. Mon coronarisme m'oblige à donner un autre détail pour qu'ils comprennent. Ouais. Allons-y.
Et nous allons terminer par là pour passer au troisième point. Mobutu. D'ailleurs, tout le monde le sait. Honoré Ngwanda l'a écrit dans son livre Ainsi sonne le glas. C'est Mobutu qui a aidé Museveni à arriver au pouvoir. Exact. Et à un moment donné, les opposants de Museveni ont commencé à prendre contact avec le président Mobutu pour renverser Museveni. Museveni l'a appris. Je ne vais peut-être pas le dire, crûment, mais moi j'ai des documents où des exilés ougandais ont écrit au président Mobutu via Bruxelles. Moi j'étais dans les affaires politiques, je voyais. Alors, quand Kagame et le Front patriotique ont pris le pouvoir en 1994, pour eux, il fallait tout faire pour que le Zaïre à l'époque cesse d'être une menace pour la sécurité nationale du Rwanda et de l'Ouganda. C'est la raison pour laquelle ils ont détruit le socle de l'armée nationale qui restait. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il était leur marionnette, et puis il est mort en 2001. Et qui arrive au pouvoir? Joseph Kabila, l'ancien bras droit de James Kabarebe. Exact. Je n'ai peut-être pas de preuves à vous donner, mais Joseph Kabila avait pour mission d'empêcher le Congo d'avoir une armée dissuasive. Donc nous sommes tous d'accord sur ce fait-là. Voilà. Nous avons besoin d'avoir une armée. Donc est-ce que la diplomatie va pouvoir nous permettre d'avoir cette armée-là? Nous sommes aussi d'accord pour dire que les Congolais sont complices dans cette destruction. Parce que c'est depuis 1997 que l'armée est détruite. Et de 1997 à 2022, on n'a rien fait. Et il ne faut pas dire que le Rwandais... Je vous rappelle que... Non, je dis que ce sont les Congolais. Joseph a dirigé le pays pendant 18 ans. Et c'est Joseph... Moi, je ne dirais pas que Joseph est un Congolais. Non, mais moi non plus. Hein. Mais je ne dirais pas que Joseph a voulu diriger ce pays-là parce qu'il est Joseph. Non, les Congolais l'ont aidé à être catholique. Voilà, comme dans toute autocratie ou dictature, on soutient. Voilà. Moi, le patriotisme, c'est pourquoi j'ai commencé avec l'histoire de Pogba, parce qu'on aime ce pays. Ouais, voilà. Nous aimons ce pays. Alors, on va entrer dans le dernier point. En 10 minutes, hein. On va essayer de faire ça court, mais je vais vous demander aux uns et aux autres d'être percutants et vraiment chirurgical ici. Cette fameuse question des émoluments des députés nationaux congolais. On a lu dans beaucoup de médias, particulièrement Jeune Afrique, je pense, on parle de 21 000 dollars américains qui auraient été affirmés par un candidat malheureux des élections présidentielles dernières de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu, il faut le citer. Entre nous, est-ce que quelqu'un sait exactement quels sont les émoluments de base qui sont octroyés aux députés nationaux? Je vais juste rappeler pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs que nous avons 500 députés nationaux en République démocratique du Congo. Nous avons 780 députés provinciaux. Nous avons 108 sénateurs, plus un sénateur à vie. Toi, tu les connais bien. Hein? Nous avons 26 gouverneurs et 26 vice-gouverneurs. Ça fait 1441, plus un président de la République, 1442. Ah ouais. Ce sont là des gens qui ont des mandats électifs, payés par le budget d'État, donc la loi de finances, votés par les députés nationaux. Mais alors, quelqu'un peut-il nous communiquer, d'après la loi des finances de la République démocratique du Congo, le budget alloué aux députés nationaux et peut-être le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale pour cette année qui montre quels sont les émoluments, les indemnités que perçoivent les députés nationaux. Qui se lance? Ma question tabou, c'est une question de personne ne connaît combien gagne le 1442. Je vais juste te donner un élément. En Belgique, le député fédéral touche plus ou moins 6 000 €. Le Premier ministre touche aux alentours de 11 000 €. On parle ici par mois, évidemment. Et l'élu ou le fonctionnaire qui touche le plus, on va dire, c'est le président de l'Assemblée nationale ou la présidente,
qui est à 16 000 euros. Ça comptait l'heure invisible. Je vous parle de la base. Donc c'est ça qui est connu et tout le monde le sait. En République démocratique du Congo. Monsieur, Pasteur Bobo n'a pas encore parlé. Je l'ai interrompu. Non, je voulais plutôt ajouter à ce que vous avez dit. Et pour lui permettre, oui, allez-y donc. Moi, je vois deux, trois. Non, juste un élément. Il va vous donner un élément pour que vous puissiez continuer. Juste un élément. Et moi, je tiens le chrono. C'est que le président Macron a été en visite dans une école primaire de France. Il y a un enfant de 8 ans, je crois, ou 9 ans, qui lui pose la question, « Monsieur le Président, vous touchez combien ?» Et il a répondu. Il dit, c'est des notoriétés publiques. C'est public. Il dit, je touche 13 500 euros, mais après déduction, j'ai 8 500 euros en main. Macron dit que c'est public, c'est de notoriété publique. Alors, députés nationaux en République démocratique, Pasteur Bobo, 2 minutes, on y va. Macron aussi joue la démagogie parce que c'est... Non. Pasteur Bobo, allez-y. C'est public. Ils disent 8 000 là, mais On va le vérifier. Ils viennent des millions. Députés nationaux RDC. Non, l'histoire du Congo c'est compliqué parce que c'est d'abord qui a révélé l'histoire. La question des faits. Non, qui a révélé l'histoire? L'histoire a été révélée par Pierrot Louara. Pierrot Louara, proche de Katumbi. On dit que c'est des bonnes guerres, c'est Katumbi qui est dans l'Union sacrée. Qui a des députés. Qui a des députés aussi, qui travaillent, qui donnent des informations. Et quand Martin Fayoul a repris l'histoire, comme lui il est populaire, et il est député candidat. Populiste, vous voulez dire. Le deux, il est populiste et populaire. N'est-ce pas ce même Martin Fayoul qui était député qui avait remis à un moment ses émoluments? C'est celui-là, bon, je ne sais pas si c'est Non. Bon, je vous laisse finir puisque je vous interromps dans votre budget. Quand Martin Fayoul parle de l'histoire, parce que moi j'ai vu Pierrot parler de ça 2 jours avant, ça n'a pas fait écho. On dit que c'est Pierrot où il raconte ses histoires. Mais quand Martin Fayoul prend l'histoire, ça fait effet. Ça fait qu'il est populaire, le garçon. La presse internationale saute dessus et ça fait des dégâts. Mais ce qui est vrai, les 1402 personnes, les 1442. Les 1442 là doivent nous dire clairement, comme Macron a eu le courage de nous dire, que nous gagnons autant. Bien que je ne suis pas d'accord avec Macron, parce que Macron dit qu'il gagne 8 000. 8 500. Quand on voit les... Parce que nous au Congo, il y a aussi la confusion. Je ne sais pas si... Mais on parle du salaire net. Comme ça, les termes sont précis. Salaire net, 8 000. Je prends Macron. Plus voiture, garde, carburant, avion, tout ça. Il ne connaît pas. Peut-être. Il ne connaît pas son salaire. Peut-être il a aussi la confusion que la dotation présidentielle que Macron a, ce n'est pas 8 000 euros, c'est pas... On parle bien du salaire net. Mais mon cher, c'est ça la confusion. Tu as déjà vu quelqu'un qui travaille qui ne connaît pas le montant de son salaire? Non, des députés nationaux. Ici, je vais vraiment être le gendarme du temps. Députés nationaux. Vous aviez reçu un député national du Nord Bangui. Qu'est-ce qui vous lui a posé la question? Dans l'émission, quand le débat fait débat, j'ai essayé d'appeler les députés nationaux en direct. Oui. Personne ne répondait, c'était vraiment, ils étaient tous à fond. Donc les représentants du peuple ne veulent pas dire combien ils touchent au nom du peuple pour faire leur Et travail. Quand on les suit, tout le monde donne sa version, ils critiquent Fayoulou, mais chacun donne sa version. Nous aimerions bien que Mbosso puisse prendre Président de l'Assemblée Mbosso puisse prendre le courage national de passer dans une interview ou à la télévision, de nous dire clairement. Il ne le dira jamais. Pourquoi jamais? Lorsqu'on dit que c'est dans la loi des finances, ça doit être écrit quelque part quand même, non? Alors, pourquoi on cache à la population le salaire de ces mandataires? Ils ont les invisibles, les machins. Avant de passer la parole aux autres, je n'ai pas trouvé, personnellement... Qu'on dise la vérité, et nous gagnons autant. Je n'ai pas été un bon chercheur sur ce coup-là. Je n'ai pas trouvé le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale pour l'année en cours, mais j'ai trouvé le règlement d'ordre intérieur du Sénat, par contre. Évidemment, il y a les émoluments de base qui, normalement, devraient tourner autour de, je ne sais pas, entre 4 000 et 6 000 $, on va dire. Mais il y a des indemnités qui sont payées lorsqu'on est membre des commissions. Il y a des commissions permanentes. À l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il y en a 5 et au Sénat 7 ou l'inverse, où tous les deux sont passés à 7 commissions permanentes,
plus les commissions ad hoc. Lorsque vous êtes président d'une des commissions, vous avez une certaine prime. Il y a des jetons de présence. Je vous lis ça à la volée. Hein. Il y a des jetons de présence à chaque session de travail. Quoi d'autre? Ils ont des soins de santé, indemnités. Ah oui, très intéressant, parce que beaucoup se disent, mais comment ça se fait, le type, il devient député, ou la demoiselle, dès qu'elle devient députée, elle s'achète une maison. Indemnité d'installation. Les frais d'installation, comme il dit. C'est 6 fois l'émolument mensuel, mais on ne dit pas c'est combien l'émolument en question. Indemnité de sortie, pareil. Donc au moment où les députés entrent en fonction, ils reçoivent suffisamment d'argent pour pouvoir s'installer. Donc ne soyez pas parfois surpris de voir de nouvelles choses dans en leur possession. Ils ont les moyens pour. Mais combien? C'est ça la question qui reste. Ils ont des assistants parlementaires, sénatoriaux, etc., qui doivent payer. Certains, c'est leurs membres de famille et qui ne sont pas payés. Ils travaillent gratuitement, mais eux gardent l'argent. Et il y a des fonds secrets, ce que certains appellent les invisibles. Il y a des enveloppes qui circulent pour faire voter des lois, par exemple pour augmenter le salaire de tel ancien président ou ancien premier ministre, etc. Ça s'appelle la corruption. Oui. Etc., etc. Tout ça, c'est l'argent public qui est versé. Monsieur Amba, on ne vous a pas entendu. Oui. Indemnité des députés nationaux. La base est de combien, plus les indemnités? Arrivons-nous vraiment à 21 000 $ américains? Moi, je vais prendre quelques éléments un peu historiques à partir du régime 1+4. De 2003... Un président, 4 vice-présidents. Oui. De 2003 à 2005, un député gagnait 1 500 $. Après les élections de 2006, ils ont proposé 10 000 $. Le FMI a tapé sur la table et dit, mais écoutez, vous recevez l'aide extérieure et vous vous amusez à vous octroyer des salaires faramineux, comme ça. Alors, c'est là la naissance des invisibles. Voilà. C'est-à-dire, on laisse comme émolument 5 000 $. 7 000. Donc, ça serait... On va vous repasser la parole. Donc, ça serait la base, 5 000. 5 000. Ensuite. Et maintenant, dans les invisibles, c'est ce qu'ils ont perdu côté... à cause de l'intervention du FMI. Alors, donc, nous avions 1 500 de 2003 à 2005. Régime 1+4. Oui. 5 000 à partir de 2005. Là, c'est Vital Kamerhe qui était devenu président de l'Assemblée nationale. Et puis, jusque 2009, Bochab arrive. Ça passe à 6 000 $ par mois. Bien. Et de 2011 à 2019, donc avant la naissance de l'Union sacrée, c'était 7 500. Et ce n'était pas toujours suffisant. On parle ici que ça, du salaire n'est que la base. Les visibles, si on peut dire. Ouais. Les invisibles, bon, il semble qu'en décembre 2020, les députés gagnaient 13 000 $ comme émolument officiel. Alors que le revenu par tête... Sans compter les avantages. Hein. Parce que tout ce que vous mettez là-dedans, ce sont des avantages. Donc la sécurité sociale des parlementaires, les voyages pendant les vacances parlementaires pour aller dans leurs fiefs électoraux, etc. Les vacances, ils ont monté, ils ont 3 000 par an. Pour un pays de entre 80 et 100 millions d'habitants, on ne sait pas, on attend qu'on ait les chiffres définitifs, enfin, ou évolutifs, 584 $ de mémoire, PIB par tête d'habitant. Et les représentants du peuple touchent 13 000 $ comme émolument de base. Oui. Et ils disent encore au Parlement que ce n'est pas suffisant puisqu'ils ont des charges. Et ça m'a toujours fracassé l'esprit. Tokunda Rabat. On enterre des gens, on aide pour les mariages, etc. Je me suis toujours posé cette question de savoir, est-ce que c'est ça la mission des députés? Je ne sais pas. Non, il faut dire que l'idée principale était de mettre le parlementaire à l'abri de la corruption. C'est ce qui est écrit dans le règlement de l'intérieur, dans une condition digne pour assumer leurs fonctions.
Mais 13 000 dollars dans un pays où le produit intérieur brut par tête d'habitant est à 540 et quelques dollars, il y a un problème de clé de répartition ou de calcul, de coefficient de calcul. C'est pas cohérent. Je veux dire, quand je vais vous donner la parole, la solde d'un fonctionnaire, huissier ou simple militaire tourne autour de 60 dollars et que vous gagnez 100 fois, si pas 150 fois plus. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir sur cette question et voir un peu, est-ce qu'il n'y a pas des dépenses dont le retour sur investissement est quasi inexistant? Monsieur Lang, je vous passe la parole et je crois que c'est vous qui allez terminer sur ce sujet, sauf une petite intervention. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes à l'extérieur, hein, mais je voudrais un peu faire parler les gens de l'intérieur, c'est-à-dire les gens du Parlement, ou ceux qui gèrent un peu l'histoire. Vous savez, cette histoire de 21 000, c'est un véritable électrochoc. Ça a commencé par être une histoire de rue, une histoire nationale et une histoire internationale actuellement. Vous savez, on a posé la question au ministre de la fonction publique qui gère le personnel de l'État. Et dans sa réponse, il dit « M. Fayulu n'est pas une source crédible. » Point. Maintenant, toi qui es une source crédible, communique-nous le salaire et il est sorti du studio sans citer un seul chiffre. Moi, je trouve que c'est de l'insolence. Je vous ai terminé. À sa décharge, oui, à sa décharge. Je vous dirais que les parlementaires ne sont pas régis par le statut de l'administration publique de l'État. Exactement. Donc lui non plus ne serait pas une source fiable. Non, il n'est pas non plus une source fiable d'après Ama. Mais il faut dire quand même que, bon, écoutez, je passe. Alors, nous passons... Comment résoudre ce problème? Comment résoudre? Non, je voudrais d'abord... Finissez, dites-nous. Un autre gars qui est... Parce qu'on a posé la question à un gars de rue, il dit, mais qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de 21 000? Il dit, mais moi, je ne pense rien du tout. Mais Fayulu est parlementaire, il est député. S'il parle de 21 000, c'est qu'il a des données. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Alors, si vous êtes contre Fayulu, donnez-nous des preuves contraires. Et je crois que c'est intelligent. Alors, on a posé la question à Denis Sessanga, qui est un parlementaire assez correct. C'est celui-là qui a refusé la Jeep et, je crois, quelques mois d'émolument. Denis Sessanga, on lui pose la question de savoir combien touche le parlementaire. Il a répondu. Il dit, vous savez, d'après la loi financière, nous avons 11 000 euros. Donc, c'est ce que... Lui, il a dit en euros. Qu'est-ce que je dis dollars? C'est ce que l'État a consigné dans les documents. 11 000 dollars. Alors, on lui dit, mais alors Fayulu, pourquoi Fayulu parle de 21 000? Il dit, écoutez, à part les 11 000, il y a plusieurs primes qui font que, évidemment, il y a aussi c'est ça là qui dit, il y a des députés de la majorité de l'Union sacrée qui ont des primes de fidélité qui sont payés par le budget de l'Assemblée. Par l'Assemblée nationale. Évidemment, ça s'appelle simplement de la corruption qui ne dit pas son nom. Et donc, ils ont des primes de fidélité, des primes faramineuses. Et Denis Sessang l'a dit, si on additionne toutes ces primes, à part les 11 000, nous approchons à 21 000. Et donc, Fayulu n'a pas totalement tort. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Je vais clôturer, mais en posant cette question que le pasteur Bobo a posée justement. Et je vais vous poser la question à chacun d'entre vous, mais pour une réponse vraiment d'une phrase. Hein. Comment remédier à ce problème? À chaud comme ça. Monsieur Amba. Mais je crois que, sans faire l'avocat du diable, Félix Tshisekedi a demandé dernièrement au gouvernement à revoir à la baisse le train de vie des institutions. Donc les 4 institutions de la République, oui. Président de la République, Il a annoncé cela. Le pouvoir législatif, attendons voir, les cours et tribunaux. Maintenant que la session budgétaire va commencer, on va suivre. Et le gouvernement.
Oui, Comment remédier à ce problème? C'est un problème. Comment remédier à ça? Mais vous savez, ceux qui doivent remédier à ces problèmes sont ceux-là qui corrompent. Non, pas qui, comment? Répondez juste à cette question. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que remédier à ces problèmes est assez difficile parce que Denis Sessanga, dont j'ai parlé ici, a été le premier à parler de réduire le temps de vie de J'insiste. Seulement, comment remédier, mais vraiment en une phrase? Oui, comment? J'ai commencé mon intervention en disant que cette histoire de 21 000 est un électrochoc. Donc on est obligé aujourd'hui de réduire le train de vie. Comment remédier? C'est ça, réduire le train de vie. Suivre Denis Sessanga dans son schéma. Pasteur Bobo, comment remédier à ce problème? Très bonne question pour moi. Il faut juste les 1442. 1442. 1442 là puissent nous dire clairement, qu'on puisse publier, comme au collègue Macron dit que c'est une autorité publique, qu'on puisse aussi être clair, publié, mais on aura toujours un problème, les invisibles. Ça sera, est-ce que les invisibles vont devenir visibles dans le titre de prochaine? Ça reste énigme, mais publier au moins, comme il gagne. Merci beaucoup. Je vois que nous sommes largement au-dessus du temps que nous s'était imparti, mais on s'améliore de plus en plus. À la technique, on me dit non, on ne s'améliore pas. Mais moi, j'ai bon espoir qu'on s'améliore. Je vais juste dire quelque chose à nos compatriotes, là où ils sont. Vous devez savoir que c'est dans les années 80 qu'a été mise en place la sécurité sociale des parlementaires, c'est-à-dire sous la Deuxième République, qui donnait aux parlementaires une sécurité sociale que devraient avoir chacune et chacun d'entre eux, pour vos soins de santé, pour les cas de décès, etc. On devrait vulgariser ce type de sécurité. Et je pense que ceux qui représentent le peuple doivent justement profiter des avantages qu'ils ont pour vivre de manière digne et préparer que leurs compatriotes puissent aussi vivre de cette manière digne. J'ai entendu, dans la politique gouvernementale, gouvernement, concertation avec le président de la République, la sécurité sociale est dans les tiroirs ou sur un des bureaux. Allons-y franchement, après le recensement, très vite. Voilà. Je remercie encore notre panel, Pasteur Bobo Koyamba, MPB TV, M. Cornelis Nandou, Onesha Africa, merci, et Agence Congolaise de Presse, et M. Baudouin Amba, ComoIndépendant.com, et à la technique, merci 1000 fois. La prochaine fois, on descendra en dessous de, vous savez vous-même. Alors, on va clôturer, et la technique dira ce qu'elle va faire avec ce qu'on va dire ici maintenant. Nous sommes dans les divers ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez partager? Quelqu'un? Une minute, juste pour est-ce qu'il y a des nominations et des changements? Je ne sais pas, on a nommé au gouvernement? Je sais qu'il y a de recevoir des ambassadeurs nouvellement nommés. Accrédités, oui. Ou nommés plutôt. Oui, les ambassadeurs de Corée du Sud, je vois Qatar. Oui, accrédités donc, pas nommés, accrédités. Canada et autres. Mais quel est le lien que vous faites avec les nominations nommés? Ah, ok. Ouais. Oui, allez-y. Oui, ça c'est. Est-ce qu'il y a un changement? Un chambardement ou juste un changement? Au gouvernement, je ne sais pas si il faut une transition pour aller aux élections, parce qu'il y a beaucoup de courants qui veulent qu'il y ait un gouvernement de transition pour aller aux élections. Parce que même les foyers ne le disent pas, mais eux, ils veulent beaucoup plus contrôler la transition. C'est ça que le camp Tshisekedi ne veut pas. Le camp Tshisekedi aussi veut les glissements. Les glissements, mais c'est des bonnes guerres. Hein. Ils veulent les glissements. Il faut faire aussi les glissements, mais qu'ils puissent contrôler le gouvernement de transition. Mais le conflit Iyaka et Teke. 50 milliers de déplacés. J'aimerais bien qu'on puisse recevoir les gens débat. Les natifs. Qu'on puisse faire un grand débat. Je ne comprends pas comment des bus qui viennent de. Ils ont interrompu le trajet Kinshasa, le Kinshasa. On arrête les bus. Une des routes qui est la plus ou la mieux praticable, j'allais dire. Les bandits entrent, ils vous demandent, vous êtes Yaka, on vous tue, vous êtes Mbala, on vous tue. Les cas, en tout cas, ils ciblent 5 tribus.
devant nous, ont voté. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Le gouvernement essaie d'aller pour stopper, mais y remédier. Le gouvernement n'arrive pas à rassembler. Qui est derrière? Donc, il y a beaucoup de questions. S'il y a un procès public, ça sera bien un procès public, qu'on puisse savoir les soubassements, Non seulement on nous attaque de l'extérieur, mais on s'entretue entre nous aussi. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Mais en fait, moi, je ne... On me l'a aussi dit par un ami qui est extrémiste. Il dit, ah non, il y a un politicien derrière. Non, nous avons l'habitude, nous, Congolais, de dire qu'il y a quelqu'un derrière. Ça peut être un problème de voisinage. Je ne sais pas comment le conflit a commencé, mais je ne crois pas, alors personnellement, je ne crois vraiment pas qu'il y a un politicien derrière. Je crois plutôt que c'est un problème de voisinage qui a dégénéré, des problèmes de terre. Donc nous avons, nous aussi, des conflits ethniques. Ah, ça c'est sûr. C'est la cohabitation. À un certain moment, quand on a des problèmes, on dit que le démon c'est l'autre. C'est un peu ça. Mais je crois que le ministre de l'Intérieur a été dépêché sur place. Je ne sais pas comment il va arranger les problèmes, mais en tout cas, ce sont les dernières informations. Mais comme dit le pasteur Bobo, il faut qu'on tire les choses au clair, parce qu'il y a quand même des chefs du village qui ont été tués, il y a de la population innocente déplacée, tuée aussi. Il faut quand même qu'on tire les choses au clair. Le Congo, l'absence de l'État. C'est la manipulation, c'est la manipulation, c'est faux. Ils veulent diviser les Bandundu, ils veulent... C'est les manipulations. Moi, je ne crois pas qu'il y ait manipulation. Je crois que c'est un problème de voisinage. Un procès public. Ah oui, par exemple, oui, pour qu'on sache un peu ce qui s'est passé. Mais sinon, manipulation, quelqu'un qui tire les ficelles, je crois que c'est trop facile à dire. Dans tous les cas, la violence n'est pas encouragée. On en appelle... Il y a des élections. Oh, mais ça peut être 10 jours des élections. 1 an et demi. 17 décembre 2023, on sera là si Dieu le veut. Voilà, merci beaucoup. Moi, je voulais dire quelque chose sur les nominations. On y va. Oui, je vais rapide. Non, de toute façon, c'est la technique qui décide. Vous voyez, c'est encore Jeune Afrique, l'incontournable Jeune Afrique, qui a annoncé qu'il y a des nominations et des changements en vue, l'armée, le gouvernement, tout ça. Et puis, les raisons paraissent plus ou moins rationnelles. Beaucoup de gens qui sont dans le cabinet du chef de l'État ont été recommandés par Jean-Marc Kabound. Il y a des ministres, bref, des membres du gouvernement, qui furent recommandés par Jean-Marc Kabound. Pour leurs compétences? Oui. Bon, je n'en sais rien. Pour leurs incompétences. Et puis, il y a les relations avec Moïse Katumbi qui ne sont pas du tout transparentes. Or, il y a des membres du gouvernement qui se réclament de lui. Est-ce qu'il faut les garder jusqu'aux élections ou prendre des gens beaucoup plus résolus, beaucoup plus dévoués? Donc je crois que c'est un peu dans cette hypothèse. Mais là où les gens restent sceptiques, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a des nouvelles selon lesquelles Félix va... Enfin, vous n'aimez pas que je dise Félix? Non. Félix Tshisekedi va chambarder. Ce n'est pas la première fois. C'est des ballons sondes, comme on dit. Juste oui, ce n'est pas la première fois. Mais moi, je suis un peu, comment on dit, pas superstitieux, mais je crois que c'est toujours mauvais de faire ce genre d'annonce. Parce que quand on voit l'histoire, rien que l'Ouganda, Amin Dada a pris le pouvoir en 71 simplement parce que, avant de quitter le pays, pour aller à une conférence à Singapour, Milton Obote lui a dit, sur les marches de l'avion, il dit, vous devez me justifier l'utilisation de l'argent de l'armée. Dès que je reviens, je dois trouver les justifications. 48 heures après, Amin Dada a pris le pouvoir. Il est devenu président. Il n'y a jamais eu de complot. Donc, ce genre d'annonces sont peut-être préjudiciables, contre-productives. Parce que les gens qui se sentent sur siège éjectable peuvent se liguer contre vous. Le message est passé. Le président est ici à Bruxelles. Le message est passé. Oui, il est à Bruxelles. Oui. Officiellement, on peut parler de dénomination. Dites-nous si vous avez des éléments. Oui, en fait, je n'ai pas d'éléments, mais simplement, il y a un climat de morosité au sein de l'UDPS depuis que
Kabound est parti. Mhm. Et il y a même une lettre officielle de l'UDPS qui demande au directeur de cabinet de Félix Tshisekedi de lui donner la liste de tout le personnel qui a été recommandé par Kabound et leur montant de salaire. Ahurissant. On n'a jamais entendu parler de ça à travers le monde. Un parti politique qui demande la liste d'un personnel et le montant de... C'est ahurissant. Non, peut-être que les membres Non, les membres du parti reversent quelque chose au parti. Des gens qui Certains partis le font. Mais des gens qui ne connaissent pas l'administration, pas du tout. Mais le salaire n'est pas à communiquer à tout le monde. Et c'est un parti politique. Là, il s'agit de l'État qui verse des salaires à un personnel. Et vous dites, le parti politique va demander le montant. La liste des gens qui ont été recommandés, on comprendrait, mais le montant de leur rétribution, alors qu'ils sont en fonction, ça c'est totalement irresponsable. Voilà, on se paye sur la bête et le peuple meurt. Merci encore à chacune et à chacun de nous avoir accueillis chez vous. J'espère que nous n'avons pas été trop longs. À nous revoir très bientôt pour notre rendez-vous de l'horizon 2023. Merci. Paix chez vous.